Bonjour à tous. Donc, nous sommes ensemble pour 1h15. Sur votre écran, vous pouvez toujours choisir de mettre l'orateur en petit, vignette sur le côté, et je vous invite à maximiser l'image parce que certains détails seront plus facilement perceptibles et visibles. Donc, André Bévier, conseiller technique, anciennement menuisier constructeur en ossature bois, et je travaille maintenant pour Isoproc depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui nous fait bouger chez Isoproc? Quelles sont nos motivations? Eh bien, simplement, et ce sont des thèmes qui actuellement sont évidemment mis en évidence, l'utilisation de matières premières et d'énergie primaire dans le secteur du bâtiment est très importante. On peut dire l'inverse. En tant qu'acteur du bâtiment, nous avons un pouvoir d'efficacité sur l'utilisation de l'énergie et des matières premières. Il y a un élément connexe, c'est les déchets que l'on rejette et les émissions de CO2. Et donc, tous les progrès que nous allons faire en matière de construction, en matière d'efficacité énergétique de nos bâtiments, eh bien, ces progrès sont directement profitables à l'ensemble des habitants sur la planète. Par exemple, ici, 33% de déchets. Je pense que vous avez tous déjà vu des containers, alors que ce soit des grands chantiers ou des petits chantiers, on se retrouve avec des containers devant les bâtiments où on met toute une série de déchets différents, on les mélange et donc c'est quelque chose qui devient difficile pour valoriser par la suite. Sur le fronton de notre usine de production de cellulose, nous avons une peinture graphique qui reprend tous les thèmes des Nations Unies et ceux sur lesquels nous allons avoir une importance et une capacité de faire évoluer les choses, c'est au niveau justement de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'épuisement des ressources, et c'est notre volonté de maximiser, d'optimiser tous nos comportements dans ces matières. Des matériaux de qualité, c'est très bien, mais il faut que la mise en œuvre soit de la même facture et de la même qualité. Nous allons donc aussi proposer toute une série de tests qui permettent de vérifier que l'on a vraiment construit ce qui était prévu. Les deux plus connus sont le test d'étanchéité à l'air et la thermographie, mais on peut aussi s'occuper de mesurer l'étanchéité à l'air des conduits de ventilation, et maintenant nous faisons aussi pas mal d'études et d'analyses en matière d'acoustique. Nous assurons des formations, donc théoriques, pratiques, les deux sur chantier dans notre centre de formation. Donc, il y a une grosse panoplie, une large panoplie de formations qui sont disponibles. Et enfin, pour tous les architectes concepteurs, nous avons un service d'aide on va dire aux heures de bureau, de 8h à 17h, du lundi au vendredi. On a une permanence téléphonique qui permet toujours de répondre à vos questions principales et puis éventuellement vous orienter vers un partenaire particulier, éventuellement pour organiser des visites de chantier si c'était nécessaire. Nous allons commencer par un petit rappel de base en physique du bâtiment avec l'objectif pratiquement de tout le monde pour le moment. Quand on dit je vais construire ou je vais rénover un bâtiment, on pense à réaliser un bâtiment confortable, on pense à réaliser un bâtiment qui va être économe, et dans le sens économique où j'emploie le mot, ce n'est pas simplement le bâtiment le moins cher à construire, mais c'est celui qui va avoir la meilleure efficacité. Et donc, dans le sens économe, moi, je vais mettre quels sont les frais de construction ou de rénovation, quels sont les frais de fonctionnement pendant une dizaine d'années, y compris donc l'utilisation d'énergie, par exemple, et quelle serait la valeur de revente dans 10 ans. Et si on prend ce concept de qu'est-ce que ça vaut à construire, qu'est-ce que ça consomme, qu'est-ce que je peux le revendre, eh bien, ce n'est plus du tout le bâtiment le moins cher qui devient le bâtiment le plus intéressant. Et ça, c'est vraiment une façon différente d'aborder la construction. Et enfin, on a besoin d'un bâtiment qui soit sain. Et donc, pour obtenir simultanément ces trois grandeurs, on va devoir travailler sur l'enveloppe du bâtiment au niveau de l'isolation thermique. On va devoir très vite s'occuper de la ventilation, simplement parce que nous prenons de l'oxygène et nous rejetons du CO2. Et enfin, comme on veut une ventilation qui soit la moins pénalisante d'un point de vue argent, consommation d'énergie, on essaye d'optimiser la ventilation. Et chaque fois qu'on va vouloir optimiser la ventilation, il faut travailler dans une enveloppe étanche. Quand vous avez une enveloppe étanche à l'air, vous êtes le maître de la ventilation. Tant que votre enveloppe a des trous, des défauts,
qui ne sont pas connus, qui ne sont pas dimensionnés, on ne sait pas à quel endroit ils se trouvent, tout ce que vous allez faire en matière de ventilation risque d'être réduit à néant par ce défaut d'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Donc voilà, ces trois grandeurs, isolation thermique, ventilation, étanchéité à l'air, sont trois paramètres qui doivent absolument être mesurés et maîtrisés simultanément dans tout projet. Donc ce n'est pas uniquement pour du bâtiment passif, hein, c'est aussi pour n'importe quel bâtiment, en neuf comme en rénovation. Deuxième petit rappel, c'est que l'air, en fonction de sa température, ici de moins 10 à plus 25 degrés, eh bien l'air peut transporter plus ou moins de vapeur d'eau, et nous parlons ici de vapeur d'eau en grammes par mètre cube d'air. En fait, au niveau du confort, nous cherchons deux choses. Nous cherchons à être environ 20 degrés, donc température de l'air, mais aussi température des parois. Et le deuxième paramètre, c'est que nous avons besoin d'environ 50% d'humidité relative dans l'air que nous respirons. Si nous prenons ici en vertical 20 degrés, 100%, donc nous serions en saturation, nous aurions 17,3 grammes de vapeur d'eau par mètre cube, impossible d'en mettre plus. Moi, je voudrais bien avoir 50%, eh bien nous allons nous trouver ici vers environ 9 grammes et demi de vapeur d'eau. Nous sommes dans ce qu'on va appeler la zone de confort. Cette zone de confort, elle est bonne pour nous, les habitants de la maison, mais elle est aussi bonne pour les matériaux qui sont autour de nous. Donc le bois, le plâtre, l'argile, tous les matériaux qui constituent habituellement les parois d'un bâtiment, eh bien, quand ce sera confortable pour nous, en température et en humidité, pratiquement tous les matériaux ont une durée de vie très très longue. Il n'y aura pas besoin de traitement chimique du bois, il n'y aura pas besoin de faire des opérations compliquées. Donc c'est tout simple. Quand c'est bon pour nous, c'est bon pour les matériaux. À l'inverse, quand ça devient inconfortable pour nous, ça devient plus exigeant pour les matériaux. Donc ça, c'est la zone de confort. Maintenant, on peut regarder le pied de l'image ici et on va voir, c'est un complément de ce qui est dit sur cette image, que quand nous avons de l'air chaud, il peut contenir relativement beaucoup de vapeur d'eau. Quand nous avons de l'air plus froid, il pourra contenir moins de vapeur d'eau. Donc si nous avons dans un bâtiment de l'air chaud intérieur qui s'échappe vers l'extérieur plus froid, eh bien, on risque un phénomène de condensation comme vous l'avez ici. Alors, l'eau, ce n'est pas grave. La condensation en soi, ce n'est pas un problème. L'eau, elle cherche toujours à s'évaporer. Donc, dès qu'elle pourra faire le trajet inverse et redevenir vapeur, elle va le faire. Si par contre, pendant tout l'hiver, on n'a pas la possibilité de réévaporer ce qui a condensé, là, évidemment, ça commence à devenir un problème très gênant. Quand le soleil va réarriver en mars ou en avril de l'année suivante, évidemment, nous avons nos matériaux humides plus chaleur, ça, c'est mal parti. Si nous regardons maintenant ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment, donc la peau, le trait rouge qui est ici, nous allons parler, nous, principalement de toiture aujourd'hui, eh bien, ce trait rouge va permettre que la vapeur d'eau qui se trouve, mon climat de confort, 20 degrés, environ 9 grammes de vapeur d'eau par mètre cube, se trouve en contradiction une journée d'hiver avec, par exemple, du 0 degré extérieur. Corollaire du 0 degré, c'est maximum 4 grammes de vapeur d'eau par mètre cube. Nous avons sur cette image deux déséquilibres. Un déséquilibre en température, 20 degrés, c'est toujours le corps chaud qui veut réchauffer le corps froid. Eh bien, nous allons mettre de l'isolation thermique dans notre toiture. Nous allons mettre de l'isolation thermique au niveau des murs, double vitrage ou triple vitrage. Et donc, au niveau de la température, nous considérons que notre isolant thermique va faire le travail. Nous avons un deuxième déséquilibre, qu'il y a 9 grammes de vapeur d'eau par mètre cube à l'intérieur, c'est désiré. Nous avons besoin de ce 50% d'humidité relative, de l'air trop sec à l'intérieur du bâtiment, c'est inconfortable, ce n'est pas bon pour la santé. Mais si du côté extérieur, nous n'avons que 4 grammes, c'est un corollaire, si on a 0, c'est maximum 4 grammes de vapeur d'eau par mètre cube, c'est peut-être seulement 2 grammes de vapeur d'eau par mètre cube, eh bien, la vapeur d'eau veut sortir du bâtiment, exactement comme dans une marmite à pression. Vous mettez le feu sous la marmite à pression, mais après quelques minutes, vous avez le pshhh. Et nous avons deux phénomènes qui vont permettre à la vapeur d'eau de sortir du bâtiment. Le premier, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Donc, ce serait de passer au travers des couches successives de tous les matériaux. Et là, il n'y a que
la vapeur d'eau qui va faire la transition. C'est très lent, c'est très progressif, c'est réparti sur de grandes surfaces, aussi bien en toiture qu'en mur. La diffusion, de façon générale, nous allons pouvoir l'organiser en mettant à l'intérieur les matériaux les plus freinants à la vapeur d'eau, et plus on va vers l'extérieur, plus on va mettre de matériaux ouverts à la vapeur d'eau. La diffusion, c'est pas très grave. Par contre, on a un deuxième phénomène, qui est le phénomène de convection. Pour faire une comparaison, on va prendre une chambre à air de voiture ou une chambre à air de vélo. La diffusion, ce serait une chambre à air qui est légèrement poreuse. Il n'y a pas de problème. Je gonfle mon pneu, je peux rouler pendant 2, 3, 4, 5 heures. Très progressivement, ça perd un tout petit peu de pression, c'est pas très grave. Par contre, je roule sur un clou et là, en une fraction de seconde, toute la pression d'air qui se trouvait dans mon pneu, elle est partie. Et donc, ce phénomène de convection, on pourrait le trouver par exemple avec un mauvais raccord ici entre la peau de la toiture et la peau du mur. Si là, je n'ai plus une couture, je n'ai pas un raccord correctement organisé, ben je suis dans la situation d'un clou dans ma chambre à air. Et directement, c'est les 9 grammes de vapeur d'eau qui s'échappent par ce trou. L'air à l'extérieur dit moi je n'en prends que 4. Vous avez un problème de condensation qui, pendant 2, 3, 4 mois d'hiver, va venir humidifier votre paroi et vos matériaux à cet endroit. Donc, nous avons besoin, surtout chez nous, c'est la période d'hiver qui est la plus critique. La convection, on n'en veut pas. La diffusion, il faut qu'elle soit correctement organisée en mettant du côté chaud intérieur les matériaux les plus freinants à la vapeur d'eau. Il faut donc un écran continu. À défaut, voici un dessin extrait d'un document du CSTC qui a changé de nom, qui s'appelle BuildWise maintenant, BuildWise, si on veut le prononcer correctement. Et donc, nous avons ici, par exemple, une fuite d'air. L'écran intérieur n'est pas correctement collé à la pièce de charpente. Eh bien, j'ai de l'air chaud humide qui peut venir et qui, évidemment, va condenser contre ma sous-toiture qui, elle, est du côté froid de la construction. Alors, on peut avoir une fuite d'air ici, mais vous avez aussi une fuite d'air, par exemple, parce qu'on a mal collé les deux laits entre eux. Donc ça, c'est la note d'information technique du CSTC qui date déjà d'avril, de fin décembre 2015, donc ça a 6, 7, 8 ans, c'est pas tout neuf, mais c'est un bon petit résumé. Il y a des choses qui ont encore été précisées depuis lors. Exigence de base pour qu'une toiture soit correctement isolée. Alors ici, on en dit pour une toiture inversant. En fait, pour tout projet de toiture, nous avons besoin d'une sous-toiture étanche à l'eau, étanche au vent et ouverte à la vapeur d'eau. Ça, c'est valable pour toutes les isolations que nous allons vouloir mettre en place. La peau intérieure, nous avons besoin qu'elle soit étanche à l'air. Donc là, c'est bien éviter le phénomène de convection. Et avec celle-là qui est ouverte à la vapeur, celle qui est ici à l'intérieur, qui régule la vapeur d'eau, nous maîtrisons le phénomène de diffusion. Donc on a bien deux choses, pas de convection, maîtriser la diffusion. On veut un remplissage intégral. Ça fait partie absolument des critères de base qui sont définis par BuildWise. On va dire encore qu'il faut limiter l'humidité du bois, la partie charpente. Au départ, on devrait idéalement se trouver en dessous de 16% de poids de charpente en vapeur d'eau, en eau, maximum 16%. On tolère jusque 18%, mais en réalité, on sait que le bois de charpente, quand il est en équilibre, on est plutôt aux alentours de 13 ou 14%. Donc, vous devez démarrer avec le bois qui soit le plus proche possible de son humidité d'équilibre. On va rajouter que l'isolation, pour qu'on puisse vraiment maîtriser ouverte à la vapeur d'eau du côté extérieur, régulant la vapeur d'eau du côté intérieur, il est logique qu'on demande à la matière qui fait l'isolation thermique qu'elle soit transparente à la vapeur d'eau. Donc, ce n'est pas mon isolant qui va freiner, c'est ma peau intérieure qui freine, c'est ma peau extérieure qui laisse partir. Donc, les critères verts ici, ça c'est vraiment la base, toujours. Et ces deux-ci, ce sont des éléments complémentaires qui vont permettre de démarrer dans une bonne situation. Un exemple ici d'une photo que l'on peut trouver sur les documents
pose technique de différents fabricants, donc les marques ne sont pas visibles. Ce qu'on critique ici, c'est le système qui n'est pas correct. Vous avez vos chevrons qui sont là-bas, la sous-toiture se trouve posée de façon très logique sur les chevrons, mais je vais me trouver avec une lame d'air de 6, 7, 8 cm entre ma sous-toiture qui fait l'étanchéité au vent, ouverte à la diffusion de vapeur, et mon isolant. Ben, vous avez des courants d'air qui vont circuler dans toute cette partie-là en permanence. Le pied de versant, on va le voir dans les quelques images qui suivent, est un endroit qui est assez difficile à réaliser de façon correcte. Dans la situation, dans la photo qu'on voit ici, certainement, on ne s'est pas occupé du pied de versant. Donc, vous pouvez considérer que vous avez ici une autoroute avec de l'air qui circule en permanence en fonction nuit, jour, soleil, pas soleil. Ben, vous avez de l'air qui circule et nous aurons des problèmes de condensation contre la sous-toiture ici. Et cet eau condensée, il va évidemment tomber sur le panneau d'isolation. Donc, c'est complètement incorrect. Ça ne respecte pas du tout les critères de la note d'information technique 251. Il faut un remplissage intégral entre la peau extérieure qui est ma sous-toiture, la peau intérieure qui, dans ce cas-ci, et le panneau en plaque de plâtre. Donc, remplissage intégral indispensable. Cette pose n'est absolument pas admissible actuellement en Belgique. Le remplissage intégral est très important. Or, on va voir que dans chaque pose manuelle de matelas, on a toujours ce type de défaut. On n'a pas le remplissage intégral. On se trouve avec des situations où là où il n'y a pas d'isolant, vous aurez des lames d'air qui continuent à circuler. Alors, on veut résoudre tous ces problèmes. Qu'est-ce que nous allons proposer? Nous allons proposer une peau extérieure en panneau fibre de bois. Ce ne sera pas le même prix qu'une membrane de sous-toiture souple, mais vous aurez beaucoup d'avantages. On va en reparler dans quelques instants. Nous allons, du côté chaud intérieur, proposer la gamme ProClimat avec son produit phare qui est la membrane d'étanchéité à l'air Intello avec un mu variable, mais il n'y a pas qu'Intello, il y a toute la gamme d'accessoires, les rubans, etc., tout ce qui sera nécessaire. Et entre les deux, nous allons travailler avec un isolant qui n'a pas de forme au départ. Le fait de travailler avec un isolant qui n'a pas de forme, eh bien, nous avons la capacité de remplir des compartiments de forme variable et même irrégulière. On pourrait dire autour d'une fenêtre de toiture, autour d'une cheminée, en pied de versant. Nous n'avons pas que des angles droits, on n'a pas que des parallélépipèdes rectangles. Eh bien, la cellulose sans forme, grâce au système d'insufflation, va permettre de remplir parfaitement tous ces compartiments. Gamme qui est complétée avec des panneaux fibres de bois. Donc, c'est un autre choix que l'isolant sans forme. Notre isolant à insuffler reste la partie qui nous paraît la plus pertinente, mais dans certaines situations, pour des épaisseurs de gaine technique ou certains endroits particuliers, travailler avec des panneaux fibres de bois avec les désavantages, il faut mesurer, il faut couper, il faut mettre en place, tout remplir sans trop comprimer. C'est possible, mais ça demande beaucoup de soins, beaucoup de temps. Donc, faire toute une toiture avec du remplissage manuel, ça, c'est pas une bonne idée, mais faire le remplissage d'une partie, certains points délicats, c'est envisageable. On va parler des petits chevrons IQ3 Profil qui permettent d'épaissir vers l'intérieur une toiture existante avec des chevrons qui, au départ, n'auraient pas une épaisseur suffisante ou ne permettant pas de mettre une isolation en quantité désirée. Et enfin, Triotherm, qui ne sera pas le thème d'aujourd'hui, X-Floc, qui est donc la gamme de machines qui nous permet de faire l'insufflation de notre cellulose. En gros, il faut faire le tour complet du bâtiment en veillant à ce que l'isolation soit continue, en veillant à ce que, pour que l'isolation puisse fonctionner, elle doit être protégée du côté extérieur par une peau étanche au vent et elle doit être du côté intérieur complétée par une peau étanche à l'air et qui régule la vapeur d'eau. Si on regarde ici au niveau d'une toiture, nous aurons donc par vent, par pluie du côté extérieur, par air, régulation d'humidité du côté chaud intérieur et entre les deux peaux, tout est rempli. Donc il n'y a jamais plus une lame d'air entre la sous-toiture extérieure et le par-air intérieur. Frein vapeur ou par vapeur, nous allons en reparler dans quelques instants.
Donc, si on regarde maintenant du côté extérieur, on va toujours préférer travailler et mettre le bâtiment à l'abri de la pluie en commençant par mettre la sous-toiture. Ben, le panneau Célite 4D a beaucoup d'avantages. Donc, c'est un panneau qui fait 60 cm sur 2,44 m de long, avec un système de rainure et languette emboîtement sur les 4 côtés. Donc, on n'a pas de module de charpente à respecter. Hein, vous pouvez voir ici, on a les coutures des panneaux. Bon, tant qu'on n'a pas emboîté dans le panneau suivant, les coutures sont fragiles. Une fois que c'est repris dans le panneau suivant, hein, on a un système qui devient pratiquement monolithique. Bon, ce n'est pas une piste de danse, hein, ce n'est pas un endroit pour aller sauter non plus, mais on peut circuler sans aucun problème sous la sous-toiture en Célite 4D. Alors, on vous a listé ici toute une série d'avantages. Donc, étanchéité au vent et à la pluie, ça pourrait être acquis avec une sous-toiture membrane à condition de coller tous les joints. Sinon, on n'est pas étanche au vent. Alors, on va aller sur les avantages suivants. On est au-dessus de la charpente avec un panneau de 22 mm avec un lambda de 0,048. Donc, on a une certaine coupure ou un amoindrissement des ponts thermiques. On va améliorer la rigidité, très intéressant en acoustique. C'est un travail qui présente beaucoup de sécurité. Il n'y a pas de perte de marchandises. On arrive au bout du toit, ben, on coupe et on redémarre le rang suivant avec la chute. Et enfin, on a un rapport coût-investissement qui est vraiment très favorable. Toutes nos comparaisons et toutes nos études avec des couvreurs montrent que nous avons environ 10 € par mètre carré de surcoût pour travailler avec le panneau Célite 4D par rapport à une membrane de sous-toiture correctement posée. Donc, membrane de sous-toiture correctement posée, c'est-à-dire bien tendue, tous les laits collés entre eux, collés en pied de versant, collés au faîtage, collés aux cheminées, collés aux fenêtres de toiture. Donc, une membrane réellement étanche au vent. Eh bien, le panneau Célite 4D, bien posé dans les mêmes conditions, nous aurons grosso modo 10 € du mètre carré de supplément. Sur une maison unifamiliale avec 150 mètres carrés de toiture, ça fait donc 1500 €. Et pour 1500 €, vous avez tout ceci. Et on va mettre en avant un élément très important pour la suite de notre présentation, c'est que le panneau rigide va résister au niveau de l'insufflation de cellulose. Alors que si vous travaillez avec une membrane souple, quand vous allez insuffler la cellulose, la membrane va avoir tendance à se tendre et à se bomber vers l'extérieur, ce qui sera négatif. Alors, il y a des solutions pour éviter que les membranes se tendent vers l'extérieur. On va en parler rapidement, mais ça va augmenter le prix de la pose de la membrane et ça va donc diminuer. On parlait de 10 € au mètre carré de surcoût pour mettre du Célite. Si vous mettez une membrane et que vous rajoutez le petit système pour qu'elle ne soit pas tendue vers l'extérieur, ben la différence va descendre à 6 ou 7 € du mètre carré. Et vous n'avez pas encore tout le reste, hein, en acoustique contre la surchauffe en été, etc. Donc pour moi, c'est clair, ça fait plus de 25 ans que je n'ai pas fait une seule toiture en employant autre chose que du Célite 4D. C'est Célite 4D partout, toujours, tout le temps. Du côté chaud intérieur, on aura donc la gamme ProClimat avec les membranes qui existent maintenant en différentes... on a une famille de membranes, donc on va parler d'Intello. Intello Plus, c'est quand on a l'armature. Et nous avons maintenant Intello X et Intello X Plus, qui sont des membranes renforcées au niveau des ultraviolets. Et on va voir qu'en cas de transformation par l'extérieur d'un bâtiment, ça peut être très utile. La membrane, c'est une chose. Les rubans pour assembler les laits entre eux. Les rubans pour venir assembler avec un mur qui est encore à plafonner ou bien venir coller sur un mur qui est déjà plafonné. Donc, c'est toute la gamme ProClimat qui va nous permettre de répondre aux différents besoins. On regarde sur cette version, sur cette image, la différence entre diffusion, je vous ai dit que ça c'était comme une chambre à air qui se dégonfle parce qu'elle est un tout petit peu poreuse, c'est tolérable. Convection, c'est rouler sur un clou, ça ne fonctionne plus. On va mettre ça ici en évidence. On a des chiffres mesurés en laboratoire et nous avons remis un climat que l'on peut trouver dans nos maisons en période d'hiver, 20 degrés à l'intérieur, 50% d'humidité relative. C'est ce qui est idéal pour nous. Et on a choisi une journée d'hiver bien froide, moins 10 degrés.
80% d'humidité relative, mais à moins 10, c'est peut-être à peine 1 gramme et demi de vapeur d'eau. Et nous allons mesurer la diffusion, côté chaud intérieur ici, côté froid extérieur à l'autre bord, et nous allons mesurer quelle est la diffusion qui passe au travers de ce complexe quand on met devant un pare-vapeur. Et on va commencer avec un pare-vapeur de classe E4. Donc ça, c'est défini par le CSTC. Et donc le pare-vapeur de classe E4, c'est comme une couche d'air de 200 mètres d'épaisseur. Et on constate que la diffusion de vapeur d'eau au travers de cet écran, elle est très faible. On est à moins de 1 gramme, on est à 1/10 de gramme par mètre carré et par jour. On change de classe de par vapeur. Voici les 4 classes qui sont définies par le CSTC. Et donc la classe 1, ce n'est plus que 2 mètres de couche d'air équivalente. Et de façon très logique, j'ai un par vapeur beaucoup moins freinant, eh bien, il laisse passer beaucoup plus que celui qui était plus freinant. Vous allez dire, oui, mais ce n'est pas intéressant. Il dit qu'il faut garder la vapeur d'eau à l'intérieur du bâtiment. Oui, je continue à dire ça. Et il vaudrait mieux mettre un pare-vapeur alors qui bloque, hein, qui soit vraiment beaucoup plus efficace. Donc, il vaudrait mieux mettre ce type de pare-vapeur. Ça, c'est la première impression qu'on peut avoir. Mais on va voir qu'en réalité, l'importance d'une fente d'1 millimètre bouscule tous ces éléments-là. Et donc, mettre un super pare-vapeur, mais en tolérant des fentes, eh bien, vous aurez quand même un résultat qui sera catastrophique. Et là, on n'est plus dans un phénomène de diffusion, on est bien dans un phénomène de convection. 800 grammes par mètre linéaire de fente. Hein. Ici, on a une fente sur 1 mètre carré, donc on a gardé la même unité de mètre carré, mais c'est 800 grammes par mètre linéaire de fente et par jour. Et ça, c'est notre vrai ennemi. Donc, encore une fois, la convection est quelque chose qui ne nous convient pas du tout. La diffusion, on va l'organiser et on va voir dans les dias qui suivent qu'on aura intérêt à travailler avec un frein vapeur. Je vais amener maintenant le terme de frein vapeur qui sera beaucoup moins freinant qu'un par vapeur. Eh bien, le frein vapeur idéal pour nous va se trouver entre la classe 3 et la classe 2. Donc vraiment, la diffusion, OK, on peut maîtriser. La convection, on n'en veut pas. Alors, je vous parle d'un frein vapeur et je vous parle maintenant d'un frein vapeur hygro-variable. Je vous explique comment ça fonctionne. Si vous regardez, pour ceux qui ont chez eux du parquet au sol ou du plancher au sol, quand vous avez les variations climatiques, on va dire entre l'été et l'hiver, vous avez des lames qui vont s'écarter les unes des autres. Vous avez du retrait qui peut venir s'installer entre vos lames de parquet. Et l'époque de l'année où le retrait est le plus important, donc je ne parle pas du bois de terrasse à l'extérieur d'un bâtiment, je suis en train de parler du plancher ou du parquet à l'intérieur d'un bâtiment, eh bien le retrait va être le plus important à la fin de l'hiver. Vers mi-février, début mars, vous aurez 2, 3, 4 dixièmes de retrait entre vos éléments de parquet. Alors que, au contraire, à la fin septembre ou tout début octobre, vous avez le parquet qui a gonflé, qui est bien serré, qui est bien coincé de tous les côtés. Pas très loin de mon parquet, je me retrouve 2, 3, 4, 5, 6 mètres au-dessus du parquet qui se trouve à mon rez-de-chaussée, dans mon séjour. Je me retrouve avec mon complexe de toiture et on va regarder sur le haut de l'image les situations en période d'hiver, tandis que je vous mettrai dans le pied de l'image la situation en période estivale. Nous cherchons 20 degrés, 9 grammes de vapeur d'eau par mètre cube dans notre intérieur. À l'extérieur, par exemple, ma journée à moins 10 avec 1 gramme et demi de vapeur d'eau par mètre cube. De façon très logique, la chaleur veut partir du chaud vers le froid. Et en fait, la vapeur d'eau fait exactement la même chose. Elle veut partir de l'endroit où nous avons plus de vapeur d'eau vers l'endroit où nous avons moins de vapeur d'eau. Mais on va voir que la membrane qui se trouve ici, c'est la membrane Intello que nous avons mis à cet endroit-ci, eh bien, elle va réagir en fonction de l'humidité propre. Nous sommes ici avec du parquet au sol en hiver, j'ai du retrait parce que mon bois à l'intérieur de ma maison est très sec. Eh bien, ma membrane, qui est du côté chaud intérieur de ma maison, elle aussi,
en période hivernale, se trouve en contact avec de l'air peu chargé en vapeur d'eau et donc ma membrane est plutôt sèche. On passe à l'été. Nous sommes avec, par exemple, à l'intérieur 22, 23 degrés, 15, 17, 18, 20 grammes de vapeur d'eau par mètre cube. Ben oui, en valeur absolue, j'ai plus d'humidité qu'en période d'hiver. Voici pourquoi mon parquet ou mon plancher a regonflé en période estivale. Et ma membrane, c'est exactement la même chose. Elle va se trouver en contact avec de l'air qui est plus chargé en humidité. Sous les tuiles, 45 degrés, et là on est très gentil. Hein. Sous les tuiles, on peut mesurer 65, 70, 75 degrés. Si vous prenez au mois de juin à 14 heures un versant sud et des tuiles noires, on peut se trouver avec des températures proches de 70, 75 degrés sous les tuiles. Donc l'air ici au-dessus, à 1,50 m, je suis peut-être à 30, 32, mais sous les tuiles, beaucoup plus important. Et bien entendu, sous ce différentiel de température, nous avons une migration de chaleur qui revient vers l'intérieur du bâtiment. Et là, de nouveau, le fait d'avoir un panneau Célite en sous-toiture va être un gros avantage déjà pour le premier écrêtage de cette grosse différence de température. Sous l'effet de la température, la vapeur d'eau revient vers l'intérieur du bâtiment et on a choisi par exemple ici de mettre en évidence ce qui se passe dans la pièce de bois de charpente. La vapeur d'eau sous l'action de la chaleur revient vers l'intérieur du bâtiment et là, il est très intéressant qu'elle puisse sortir du complexe de toiture. Eh bien, notre membrane Intello, comme le bois, réagit aux variations d'humidité auxquelles il est soumis. On ne parle pas d'eau renversée sur le plancher, mais l'humidité relative de l'air. Eh bien, ma membrane se trouve dans cette situation nettement plus humide que pendant la situation d'hiver que nous avions ici au-dessus. Et on constate une résistance différentielle au freinage de vapeur d'eau. Nous voici avec les classes de limite E1, E2, E3 et notre membrane Intello, elle, n'est pas quelque chose de constant. Donc, vous avez ici l'humidité relative de l'air, vous avez ici la valeur μD, donc la couche d'air équivalente. Un par vapeur de classe E2, il vaut 5 mètres, qui soit très sec ou qui soit plus humide, voilà, il est constant. Tandis que notre membrane Intello, qui varie en fonction de l'humidité de l'air, eh bien, on va pouvoir constater qu'en période hivernale, par exemple, elle se trouve avec à peine 44% d'humidité, donc elle est dans un air relativement sec, mais la valeur μD va monter jusqu'à 15, 16, 17 mètres de couche d'air équivalente, alors qu'en période estivale, avec une unité de l'air beaucoup plus élevée, la valeur μD est beaucoup plus faible, donc elle est moins résistante au passage de vapeur d'eau. Et c'est ça qui va être très intéressant, c'est que cette peau Intello, donc je vous rappelle, hein, il y a une famille Intello, Intello Plus avec l'armature, Intello X, Intello X Plus, et qui est un Intello X, un produit destiné à résister aux ultraviolets de façon nettement plus importante et qui sera utilisé donc pour des rénovations par l'extérieur. Mais donc, nous avons ici une variation de valeur mu de 7 fois. Donc, on est bien avec un par vapeur, presque de classe E25, mais ici, je suis avec un frein vapeur de classe 1. Et donc, nous sommes avec quelque chose qui a vraiment tous les intérêts, freinant quand il doit l'être, ouvert quand il doit l'être. Le troisième élément, ce sera notre cellulose. Hein. On a parlé de Célite côté extérieur. On vient de parler d'Intello côté intérieur. Entre les deux, on va remplir avec notre cellulose. Et donc, on va travailler avec un système d'insufflation. Donc, on va venir mettre en place le sac 135 kg du mètre cube qui est mis dans la machine, décompacte, souffle. Et à l'extrémité du tuyau, on va pouvoir venir insuffler dans le compartiment. Et voici ce que ça va donner. Donc, la cellulose est décompactée. On est ici à 23-24 kg du mètre cube. On va réassurer une certaine densité dans le compartiment. Idéalement, on doit éviter de mettre des obstacles dans les compartiments. Ici, on a fait exprès. C'est un compartiment de démonstration, donc volontairement, on a rajouté un élément perturbateur et vous allez voir que malgré tout, on arrive à remplir la totalité du compartiment. Plus, quand on va vouloir le vider, on doit faire tomber la cellulose, elle ne s'en va pas toute seule. Hein. On est avec un système où on a tout rempli,
mais sans avoir trop compacté. Résumé, nous allons avoir la composition idéale avec du côté extérieur une face étanche à la pluie, étanche au vent et ouverte à la diffusion de vapeur. Donc étanche à la pluie, ce sont les tuiles ou les ardoises qui sont ici. Et en dessous, nous avons notre panneau Célite. Donc il y a une valeur mudée, couche d'air équivalente d'une dizaine de centimètres. Côté chaud intérieur, on va travailler avec notre membrane Intello Plus ou Intello X Plus, parfaitement étanche à l'air, pas plus freinante à la vapeur que nécessaire. Nous sommes avec une couche moyenne d'environ 7,50 m de couche d'air équivalente. Célite, Proclimat, hygrovariable, et on remplit le tout avec notre cellulose. Et ça, c'est le troisième élément qui est très important. C'est un remplissage intégral, sans fente, sans interstice, sans compactage outrancier. Mais vous regardez ici la forme d'une poutre en âme mince, par exemple, eh bien, la cellulose peut remplir la totalité de cet espace et c'est vraiment ça qu'il faut obtenir. Grâce à notre panneau de Célite, il n'y a pas de bombage vers l'extérieur et nous allons voir sur la suite qu'on a besoin d'un contre-lattage ici sous la membrane Intello pour contrôler le bombage vers l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est la composition idéale. On peut s'écarter de cette composition idéale en travaillant avec d'autres matériaux, avec d'autres techniques, mais vous vous écartez de la sécurité. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Chaque fois que vous avez l'occasion de faire une toiture avec Célite en sous-toiture, Intello à l'intérieur, remplissage de cellulose, vous êtes du côté de la sécurité et du confort pour le long terme. On va aller voir maintenant les raccords, parce que ça, c'est la coupe de base, mais comment est-ce qu'on va faire en pied de versant? Eh bien, par exemple, ici, nous avons une dalle de béton, un mur maçonné, et on a la sablière sur laquelle on va venir appuyer, dans ce cas-ci, les chevrons de pente, qui sont des pannes chevrons, hein, donc des chevrons autoportants. Nous avons une première membrane qui va nous permettre de faire l'emballage en pied de versant. Et nous avons aussi une deuxième membrane ici qui, elle, va ramener les eaux qui tomberaient sur la sous-toiture. Hein, donc, il y a une tuile cassée ou il y a un solin qui est parti ou simplement en hiver, neige folle ou des petits phénomènes de condensation sous les tuiles. L'eau qui arrive sous la sous-toiture, ben, cette membrane embrevée dans le premier emboîtement me permet d'amener les eaux dans la corniche. Donc, on a bien deux membranes différentes. On en a une qui ferme le compartiment pour mettre à l'abri du vent et pour pouvoir insuffler. Et j'ai une deuxième membrane qui amène les eaux dans la corniche. Et si on veut regarder complètement, j'ai ma troisième membrane qui est l'Intello qui vient du côté intérieur et lui qui est liaisonné avec la dalle de béton. En rénovation, nous pourrions avoir ceci, par exemple. C'est une interprétation. Vous aviez le chevron qui existait, 6,5, 5,5. C'est un bâtiment où on a dû rénover complètement la toiture. On enlève la couverture, on remet un 6 quarts 175 sur champ, sur le chevron, et on remet le panneau Célite qui se trouve donc 175 mm plus écarté. Donc j'ai maintenant la possibilité ici de mettre 235 mm d'isolant. Ce serait évidemment nettement plus intéressant que de n'en mettre que 60. On va voir aussi qu'il y a moyen d'épaissir vers l'intérieur du bâtiment. Ça dépend toujours de la place dont vous disposez, du fait que vous avez une maison isolée ou bien vous êtes en contact avec les voisins, hein, le permis de bâtir, etc. Donc, il y aura tous ces éléments-là qui vont pouvoir jouer. Mais donc ici, chevron de base, on a rajouté 6 quarts 175 par-dessus. Eh bien, je vais obturer le pied de mon compartiment, dans ce cas-ci, avec une chute de panneau Célite. Hein, on a des morceaux morts de temps en temps quand on découpe autour d'un châssis de fenêtre de toiture ou d'une cheminée. Et donc, je peux utiliser des morceaux de panneau pour venir obturer le compartiment ici en dessous. Une autre rénovation, donc on enlève les tuiles. Vous trouvez par en dessous une sous-toiture souple, hein, et qui a été mise comme on le faisait il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc, elle n'est pas tendue. Le but
en mettant une sous-toiture souple non tendue, c'était bien d'avoir une petite rigole et donc automatiquement de l'eau qui arrive quelque part sous la sous-toiture, elle vient bien se mettre dans le creux du sillon et elle était récoltée au niveau de la corniche. Donc là, on enlève tout ça, on relève et on se trouve avec une charpente en très bel état. Donc les chevrons sont ici et vous avez la partie mûre qui est là, qui n'est pas isolée. Donc, le projet, on le reverra encore un petit peu plus tard. Ce projet, actuellement, le propriétaire isole la toiture, mais un jour, il va isoler les murs. Et on a créé un petit élément qui va venir fermer. Donc, on va après remettre sous toiture ici au-dessus en membrane et en panneau cellite. Si on n'avait pas fait la pose de morceau d'MDF ici, bien vous avez chaque fois un débordement possible, donc on n'aurait pas pu souffler la cellulose à l'intérieur. Juste sous les chevrons à l'intérieur viendra l'Intello. Pardon, il ne viendra pas là. On va rajouter, oui, on va rajouter dans ce cas-ci des petits chevrons IQ3 profil pour augmenter l'épaisseur de chevron. Et là, on va épaissir vers l'intérieur. Donc, nous avions la sous-toiture, on la retrousse, on organise le compartimentage pour que on puisse souffler la cellulose. Nous sommes maintenant un tout petit peu plus tard. On a commencé en mettant une volige en pied de toit, le premier panneau cellite qui est posé, et dans ce cas-ci, le couvreur n'a pas ouvert tout son toit. Il fait d'abord son pied de versant, il a juste glissé la membrane ici en dessous de l'ancienne sous-toiture, repassée par au-dessus, et vous avez, quelques jours plus tard, quand tout est achevé, sans contrepente, c'est un avantage supplémentaire du cellite que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais on n'a absolument aucune contrepente à la jonction ici, et vous avez toute l'eau qui va arriver sans aucun problème dans le système de collectage en pied de versant. Au niveau du fêtage, on aura la même réflexion. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, on va voir que du côté extérieur, on peut prévoir une membrane soit autocollant, c'est ce qui est dessiné pour le moment ici. Si vous avez un grand écran, vous pourrez voir que nous avons des petites dents qui sont dessinées. Ça simule la colle. C'est un ruban autocollant. Ici, maintenant, nous sommes du côté chaud intérieur. Sur le lamelé collé lui-même est étanche-à-l'air. Donc, j'ai une membrane Intello qui monte d'un côté, collée en continu. Donc, j'ai un joint de colle en continu qui vient entre Intello et la poutre et je repars de l'autre côté. Je ne suis pas obligé d'emballer par en dessous. Je ne suis pas obligé d'emballer par au-dessus. On peut le faire. Il y a des cas où c'est intéressant, mais ce n'est pas du tout une obligation avec une poutre en lamelé collé. Si vous avez une ancienne poutre en chaîne avec des gerçures, des traits de Jupiter, etc., ça, ce sera un autre discours. Donc, au niveau du fêtage, on regarde par ici et on va les voir plus près. Donc, ça, c'est le travail achevé. Et donc, si vous regardez, on a eu quelques jours auparavant, avant d'avoir mis les contrelates, eh bien, on a l'arête pour recevoir les tuiles fêtières, la membrane Intello, et vous pouvez voir ici les marquages sur les panneaux Cellite. L'entrepreneur a marqué à chaque panneau, il fait un petit trait de craie. Donc, on a un crayon rouge et bleu ou une craie de couturière. Ça marche très bien pour marquer les panneaux qui permettent évidemment de poser alors toutes les contrelates. On passe du côté chaud intérieur. Ce n'est pas le même bâtiment, ce sont des photos assemblées de différents bâtiments. Et vous avez donc ici du côté chaud intérieur la membrane Intello Plus avec tous les laits qui sont collés entre eux et vous avez ici les endroits par lesquels on a fait l'insufflation. Attention, la photo qu'on vous présente ici présente un défaut, ce n'est pas suffisant. Vous devez prévoir une latte supplémentaire qui va revenir en dessous du ruban. Donc les rubans sont là pour faire l'étanchéité à l'air, les rubans ne sont pas là pour faire un support mécanique pour le poids de l'isolant. Donc ce n'est pas leur rôle. On aurait dû dans cette situation, avoir une latte supplémentaire hors du module de lattes qui sont nécessaires pour les plaques de plâtre. Une latte supplémentaire aurait dû revenir en dessous du lait. Alors, membrane d'attente, voilà par exemple ici, c'est un choix qui a été fait par l'entrepreneur sur un autre chantier. Lui, il a préféré mettre une membrane d'attente, c'est possible aussi. Et on va vous recommander pour le moment les membranes Intello X. Voilà, vous avez ici une membrane qui va résister aux ultraviolets le temps de la construction, donc on est sur 3 mois, et on va être avec une membrane de connexion
Et ça existe donc en 50, en 75 cm et 1,50 m de développement. Il nous reste le raccord au niveau des pignons. Idéalement, donc, vous avez le panneau Célite qui doit aller jusqu'à l'extrémité de la construction. Et si on est dans une maison maçonnée, le tas de blocs porteurs ne devrait jamais monter aussi haut que la brique de parement. Il doit s'arrêter en dessous, 8, 10, 12, 15 cm, de façon à pouvoir poser de l'isolant sur la tête de mur. Donc, les maçons en Belgique sont en train de changer. Il y a 10 ans, c'était chaque fois mal fait. On avait toujours le bloc porteur qui montait jusqu'au niveau de la sous-toiture et on n'avait donc pas de connexion entre l'isolant du creux de mur et l'isolant de la toiture. Depuis quelques années, ça évolue pas mal et très souvent maintenant, on voit qu'en effet, le bloc porteur est en retrait. Et donc, par exemple, ici, ça nous permet de venir mettre une échelle de pignon, exactement comme on ferait une échelle de corniche. Et nous avons donc la face supérieure des chevrons de cette échelle de pignon dans le même plan que la face supérieure du gîtage, mais on a pu mettre quelques centimètres d'isolant. On voit aussi maintenant souvent les 2 derniers tas de blocs qui sont montés en itong, par exemple, en béton cellulaire. Voici un raccord avec du célite. Donc, on a le célite de la toiture et la tranche brune que vous avez ici, c'est le célite de la paroi verticale. Donc, on est ici passé en ossature bois. Transformation d'une maison, nous sommes avec un tout petit morceau de faîtière qui ne faisait que 50 ou 60 cm. C'est une maison en bout de rangée, toiture à 3 versants. La cheminée qui se trouve ici derrière, on va la revoir tout à l'heure dans quelques photos, elle va nous servir de point de repère. Mais donc, on enlève les 3 versants de la toiture, on met en place une nouvelle faîtière en lamelé collé qui, elle, fait toute la largeur du bâtiment, soit 6,50 m à peu près. On vient appuyer dessus les nouveaux chevrons autoportants depuis la faîtière jusque sur la sablière qui se trouve là en dessous. Voilà, donc tout c'est préparé, toutes les encoches, tout est préparé. On refait un triangle, là, on refait un nouveau pignon, puisqu'on avait toiture à 3 versants au départ, ça devient une toiture à 2 versants, donc on a une construction avec le pignon. On prépare les chevêtres pour la mise en place des toitures, des fenêtres de toiture, et on voit ici, avec le panneau Célite, le système d'emboîtement. Donc c'est très très effilé, le panneau Célite est vraiment très intéressant pour ça. Et ici, même angle qu'au début. Donc, vous retrouvez la cheminée du voisin qui se trouve là derrière et on a la membrane qui est mise en place pour ramener les eaux dans la corniche. On a une avancée de toiture. Côté intérieur, donc ça c'est vu de l'extérieur, je suis debout dans la corniche. Là, nous sommes à l'intérieur du bâtiment et on va très facilement, grâce à Intello X, on va permettre de faire l'étanchéité à l'air complète par l'intérieur du bâtiment, y compris, on va le voir sur une photo dans 30 secondes, le raccord sur ce mur. C'était un grenier non utilisé, ça va devenir une chambre, on va mettre de l'enduit et c'est l'enduit sur ce mur qui va le rendre étanche à l'air et on a donc la continuité de l'étanchéité à l'air qui est faite par le côté chaud intérieur du bâtiment. Grâce à notre membrane Intello, hygrovariable, on va pouvoir le faire alors que nous sommes dans le cas d'une toiture plate. Donc, on a un tout petit divergent par rapport au titre qui était les toitures à versants. Donc, on a bien toiture à versants, mais sur la partie toiture plate, c'est grâce à Intello et son hygrovariabilité que nous allons pouvoir réunir les deux mondes. Attention que les fenêtres de toiture sont souvent un endroit où nous avons des problèmes. Donc ici, on a une thermographie conjointe avec une infiltrométrie et vous avez ici toujours, ça c'est la signature des fuites d'air quand vous avez ce petit drapelet comme ça. Voilà. Par contre, du côté extérieur, c'est la lecture est directe, on a un problème thermique. Alors, c'est une maison que je ne connais pas, c'est une photo volée depuis l'extérieur, mais probablement c'est une combinaison de 2 facteurs, défaut d'étanchéité à l'air et pose d'isolant thermique. Très souvent, autour des fenêtres de toiture, il en manque. Donc là, de nouveau, il y a des possibilités d'améliorer fortement les choses. Si on prend la loupe et qu'on agrandit un petit peu, il y a possibilité de faire monter la fibre de bois isolante du panneau Célite sur toute la hauteur du cadre dormant de la fenêtre de toiture, mais vous devez pour cela utiliser des capots élargis qui permettent donc de couvrir cette partie-là.
Alors, ce n'est pas disponible actuellement chez tous les fabricants. Celui-ci est un Facro. Je n'ai pas encore vu ça chez Velux. Ça existe aussi apparemment chez Roto. Il y a aussi maintenant 2 fabricants en Belgique au niveau de fenêtres de toiture. Et je vais toujours travailler, moi, avec un gabarit qui est 48 mm plus large et plus haut que la fenêtre de toiture que je voulais mettre en place. Et grâce à ce gabarit, je peux rajouter 22 à gauche, 22 à droite, ça fait 44. 22 au-dessus, 22 en bas, ça fait 44. Moi, j'avais mon calibre 48 mm plus large. Finalement, quand j'amène mon cadre de fenêtre, ça s'enfile dans l'ouverture de façon très précise. Et j'ai préparé l'étanchéité à l'air en appliquant sur le périmètre du cadre dormant un ruban Contega SL. Donc, on a le choix de 3 bandes autocollantes. Vous en avez une qui est collée sur le cadre dormant, une qui est disponible à l'extérieur de la membrane. Et si maintenant je rentre à l'intérieur du bâtiment, j'en ai encore une qui est ici. Donc, on a sur cette membrane le choix de coller une face ou l'autre. Vous allez le voir ici. Donc, j'ai une face, je peux enlever le ruban et ça colle, ou bien, là, ce n'est pas très visible, mais il est de l'autre côté. Et donc, je vais pouvoir faire la liaison avec ma membrane Intello. Attention, n'oubliez pas que quand vous collez sur un ruban autocollant, vous devez toujours appliquer une pression assez importante. Donc, avec presse fixe, on va permettre de faire un collage parfait. Si vous utilisez de la colle, en toiture, ce sera moins courant, mais au niveau d'une jonction irrégulière, on peut mettre un ruban de colle. Là, il ne faut pas écraser le ruban de colle. Hein. La colle en cartouche, elle a une certaine épaisseur, vous devez lui conserver, mais sur les rubans, toujours très très bien pressé. Et à la main, ça ne suffit pas, on fait 50 cm et puis ça brûle, on arrête de pousser. Il faut utiliser la petite spatule qui est prévue, qui s'appelle presse fixe. Et donc, on va arriver assez rapidement à cette situation. Vous avez l'Intello, les laits sont collés entre eux. On va mettre en place les lattes dont on a besoin pour pouvoir insuffler, coller au niveau de la fenêtre de toiture et nous allons nous rapprocher du collage au niveau du mur. Il faut aller assurer la connexion entre cette membrane que j'appelle sèche. Et ici, je vais mettre de l'enduit. Dans ce cas-ci, ce sera un enduit d'argile humide. J'ai donc un raccord sec humide. Avec la bande Contega Solido, elle est noire maintenant. Donc, sur la photo ici, elle est blanche. Maintenant, elle est devenue noire. Ça fonctionne exactement de la même façon. Et cette membrane va faire donc l'interface entre la partie sèche et la partie humide. Vous pouvez aussi travailler à des endroits où il n'y aura pas d'enduit, comme par exemple ici nous sommes dans le pied du versant, un petit espace où ça va devenir juste un placard. Envoyer un plafonneur pour aller mettre de l'enduit à cet endroit-là, ça ne va pas être très facile ni très efficace. Par contre, on a une membrane autocollante sur toute la surface, faire la découpe et venir mettre en place. Et là, vous obtenez une solution complète. Donc, pour les zones qui ne seront pas enduites, on a la membrane Solitex Adero. Cette membrane, on va la recommander aussi dans les autres parties de la maison qui ne sont pas enduites, comme derrière les WC suspendus, par exemple, derrière ou dans le fond des gaines techniques. Bon, là, je m'écarte de la toiture. Alors, on parle beaucoup de sarking. Le sarking, quand vous allez chercher sur Internet des images de sarking, on se retrouve toujours avec un plancher complet sur lequel on vient mettre une membrane étanche à l'air et puis on met l'isolant par au-dessus, sous toiture, latte contre latte et compagnie. Donc, c'est toujours ces images-là ou ce genre d'images-là que vous allez trouver. Et par exemple, ici, on a l'impression, et c'est le discours que vont souvent proposer les couvreurs, c'est dire, oui, moi je mets mon isolant par au-dessus des chevrons, donc vous voyez, il n'y a plus aucun pont thermique, tout fonctionne très bien. C'est vrai pour la partie principale de la toiture, mais cette image, si vous la regardez bien, elle porte en elle-même sa cause d'échec. Regardez les chevrons qui sont ici, regardez le chevron qui descend, le chevron il passe au-dessus de la sablière et là en dessous, qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là? Qui s'occupe de boucher le passage? Actuellement, 85% des toitures rénovées par Sarking en Belgique en 2022, personne ne s'occupe de ça.
Et donc, on met 70, 80, 100, 120 mm avec un lambda. Waouh, formidable! J'ai un lambda de 0,028, mais vous avez un passage d'air qui reste partout, partout. Donc, pour moi, c'est complètement incohérent. Sarking en rénovation, pour moi, je n'y crois pas. Alors, pour ne pas être 100% négatif, on va dire en construction neuve, à condition que, et on va dire en rénovation, non, sauf si. Et on va avoir toute une série d'exigences. Et donc, typiquement, le fait de travailler en construction neuve, ça peut avoir du sens si vous isolez vos murs par l'extérieur, si vous organisez la rencontre entre l'isolant extérieur des murs et la toiture, ça peut se faire. Et en rénovation, ça peut se faire à condition d'organiser la connexion en dessous, à condition d'organiser les connexions au pignon. Donc, je fais partie d'un groupe de travail au sein du CSTC, hein, donc Buildwise maintenant, et nous avons un groupe de détail chargé de dessiner tous les raccords au niveau du sarking. Ce groupe de travail est en route depuis déjà 3 ans et on n'a pas encore de raccord vraiment satisfaisant. En attendant, tous les jours en Belgique, des couvreurs font du sarking sans faire ces connexions en pied de versant, sans faire les connexions au niveau des pignons. Pour moi, c'est un non-sens total, c'est jeter son argent par les fenêtres. Alors, on peut le faire, on va nous le proposer, mais on va avoir quelque chose, on ne va pas présenter cette solution comme étant la plus rapide et la moins chère et la plus efficace. Donc, c'est une solution qui peut s'appliquer, mais qui va demander de travailler beaucoup chacun des détails, de bien soigner chacun des détails. Donc, on est sur un bâtiment existant, on a une membrane qui est mise en place sur la totalité de la surface, on rajoute un chevronnage, on va remettre le cellite par au-dessus et on va donc venir rajouter de l'isolant dans cette épaisseur de toiture. Alors, je vous invite à consulter notre brochure. Donc, vous aurez le lien demain qui vous permet de la consulter sur Internet, mais elle existe aussi en version papier. Et donc, dans cette brochure, la rénovation des toitures inclinées, on va vous proposer toute une série de situations diverses. Par exemple, on est ici dans une situation où vous aviez le chevron existant, donc c'était existant. On vient mettre une membrane qui va faire sub and top, donc un système de créneaux, monter sur chacun des chevrons, redescendre de l'autre côté. Et on peut travailler soit avec des planches, le nouveau chevron qui vient ici, et pour le mettre à distance, hein, et vous pouvez imaginer qu'on a une toiture avec un certain fléchissement, une certaine déformation. Et donc, ça peut être intéressant que le nouveau chevron ne soit pas en contact avec le chevron existant. Ben, ça peut se faire avec des vis entretoises, par exemple, et vous pouvez obturer sur le côté, de façon à ce que quand on va venir souffler la cellulose, on n'ait pas de communication d'un compartiment à l'autre. Une autre technique, toujours dans la même situation, ce serait, voilà, j'ai mon chevron existant, je tends la membrane, donc, si je reviens en arrière, ici j'avais la membrane qui monte, qui fait le tour, qui redescend de l'autre côté. C'est possible, hein, mais ça demande du soin et du temps. Une autre technique, ce serait de dire, ben, je tends ma membrane par au-dessus, mais quand on va insuffler, elle va se bomber vers l'intérieur. Eh bien, je vais d'abord commencer par rajouter un faux chevron libre qui est posé, hein, donc celui-ci, il existait, raccordé à la faîtière, raccordé à la sablière, raccordé à la faîtière, raccordé à la sablière. Je viens poser entre les deux, donc il est posé, il n'est pas fixé, mais il va éviter que la membrane ne puisse se déformer trop largement vers l'intérieur. Je remets dessus un CLS sur champ et je viens greffer mon nouveau chevron sur le côté. Donc c'est une variante. Encore une possibilité, toiture existante, isolée depuis 10, 12, 15 ans. On a de la laine minérale qui était présente dans l'épaisseur des chevrons d'origine. On rénove la toiture par l'extérieur, donc les chambres sont finies, sont habitées, les plafonds sont achevés. On enlève tout par l'extérieur, on remet une membrane complète, on remet un gîtage par-dessus. Remarquez qu'on a collé tous les laits de sous-toiture entre eux. Bon, cette membrane Solitex bleue de l'époque, je la remplacerai maintenant par un Intello X avec collage aussi entre tous les laits. Et puis, on vient remettre le panneau fibre de bois Célite et je vais insuffler
de la cellulose dans cette épaisseur-là, avec évidemment les raccords qui s'imposent au niveau du pied de corniche, au niveau du pied de versant, pardon. Et donc, on revient avec cette image que nous avions déjà vue tout à l'heure. Une autre possibilité, donc je vais vous la donner en décomposition, hein. Donc, point de départ, donc ça vous aurez aussi dans notre brochure la rénovation par l'extérieur avec la cellulose. Donc, on démarre avec une toiture qui aurait une certaine flèche. On va garder tout ce qui est en place au niveau des boiseries, donc il n'y a pas de rénovation au niveau de la charpente. Par contre, il va y avoir une correction. Donc, on enlève les tuiles, les ardoises, les lattes, les contre-lattes. Voici la flèche qui existait. Le trait rouge est tracé depuis le point de la sablière et monte rejoindre la fêtière. Et on va mettre un système de calage pour venir appuyer. Donc, vous avez 1,50 m entre ceci et cet endroit-là, puisque nos laits de membrane étanche-à-l'air Intello-X vont être calculés pour que la jonction entre deux laits puisse venir se faire ici sur cette volige. Donc là, si on a une courbure dans les deux sens, dans le sens de la pente, mais aussi dans le sens de pignon à pignon, ben, il y aura un petit jeu de calage à faire de façon à mettre cette volige exactement, donc si je reviens une dia en arrière, pour venir caler cette volige comme mon pied de versant, et peut-être que j'ai ça 2 fois à faire sur mon rampant de toiture. Après ça, on va pouvoir venir poser de nouveaux chevrons. Donc, on a gardé tout ce qui était à l'intérieur et ça va rester les plafonds. On ne modifie pas les plafonds, mais la nouvelle partie va venir avec ce chevron en une pièce depuis la sablière jusqu'à la fêtière. Ça va nous permettre de travailler avec un chevron éventuellement de faible épaisseur, hein, 38, 42, 50 mm d'épaisseur, mais 180, 200, 225 mm de hauteur. Reposer dessus membrane ou panneau cellite, latte contre latte, et on va pouvoir venir insuffler. Et comme on a ici une membrane qui avait été posée relativement large, mais on avait gardé les anciennes lattes à tuiles, eh bien, on va pouvoir insuffler tout ce volume. Alors ici, j'ai dit pas de lame d'air ventilée entre la peau intérieure et la peau extérieure. En fait, ma peau intérieure, dans ce cas-ci, c'est l'Intello-X que je suis venu poser là-dessus. Et même là, on n'a pas vraiment de circulation d'air possible puisque nous avions un plafond qui existait déjà et donc on est dans un système où même s'il y avait une petite circulation d'air, ben, c'est avec l'intérieur que j'ai ça. Toute ma couche entre ma peau intérieure, ma peau extérieure, je suis bien avec un remplissage intégral. Après, on repose les lattes, les tuiles. Et dans notre brochure, vous allez toujours trouver tous ces détails qui sont zoomés, hein, on fait une loupe, on fait un agrandissement sur chacun de ces détails. Y compris la même chose, différentes variantes, hein. Donc ici, nous avons pièces en bois massif avec un panneau cellite, tandis que dans ce cas-ci, nous serions avec une membrane souple. Et voilà, dont je vous parlais tantôt, une petite latte sur champ. Donc le vrai chevron porteur avec sa contre-latte par au-dessus, le vrai chevron porteur avec sa contre-latte, mais on a imposé à la membrane détendue vers l'intérieur en mettant une petite latte sur champ. Donc, si on veut mettre les 3 variantes ou les différentes façons de le faire, je peux aussi épaissir vers l'intérieur avec IQ3 profil. Donc ici, excusez-moi, on était avec un système où on augmentait l'épaisseur vers l'intérieur. Nous sommes maintenant ici avec un système où on augmente vers l'intérieur. Avec le système IQ3 profil greffé sur le flanc du chevron. Ces IQ3 profils existent dans toute une série de dimensions différentes. On commence à 165 mm, il faut un chevauchement de 30 ou 40, et on va jusqu'à 300 mm ou 325. Je ne connais pas toute la gamme. Vous avez la même chose, mais sans panneau cellite, avec par exemple une contre-latte mise sur champ, ou bien
dans certaines situations, la sous-toiture existe, on ne va pas enlever toute la couverture. Certains se sont essayés avec des tubes électriques à venir glisser, c'est un peu délicat, mais c'est théoriquement faisable, à venir glisser un tube électrique en dessous des lattes à tuiles, mais pour obliger la sous-toiture existante à se tendre vers l'intérieur. Voici par exemple une idée de prix pour une toiture, un petit morceau de toiture de 50 mètres carrés où on va travailler par l'intérieur. Donc, vous voyez ici, ils ont d'abord enlevé l'isolant qui existait. On vient mettre en place les profilés IQ3 profils et on a ciblé et on a calculé le temps qui était nécessaire. Donc, le nombre de personnes, les heures qui sont nécessaires et les quantités de marchandises. Ceci comprend notamment l'évacuation des déchets. Et donc, au total, nous sommes avec un travail pour 50 mètres carrés, mettre 30 cm d'épaisseur de cellulose. On a actualisé le prix à 90 € du mètre cube actuellement. Et donc, on est à 26 heures de travail plus 73 € du mètre carré au niveau des marchandises. Et on obtiendra donc un travail très correct avec 30 cm d'isolation. Et si on avait dit, tiens, je veux un petit peu faire des économies, je voudrais mettre un petit peu moins, ben on va vite se rendre compte que ce n'est pas une bonne idée. Si vous avez la place, franchement, vous allez, au lieu de mettre 30 cm d'isolant, vous n'en mettez que 20, eh bien, vous allez gagner 12 € du mètre carré. De nouveau, sur une toiture de 100 mètres carrés, vous gagnez 1200 €, mais vous avez réduit votre épaisseur d'isolation de 50%. Franchement, dans tout ce qui est présenté ici, l'isolant, ben, c'est vraiment la partie sur laquelle on n'a pas intérêt à faire beaucoup d'économies. Bon, je ne dis pas qu'il faut jeter son argent, mais en tout cas, on ne gagne pas d'argent à diminuer l'épaisseur d'isolant. Donc, le petit calcul sera disponible, hein, vous pouvez le retrouver. Une autre version, donc ici c'est avec les chevrons IQ3 profil. Ici une plus vieille construction, donc c'est une bonne vingtaine d'années. Toiture très irrégulière, reconstituer tout un gîtage intérieur, toujours avec des pièces sur champ. Donc ici, c'est des voliges 4 quarts 125. On peut réaliser, malgré tous les obstacles, hein, on a des pièces très rondes, on a beaucoup, beaucoup de difficultés. Difficulté de se greffer sur les chevrons qui existaient. Il aurait fallu des très grands panneaux. Et donc voilà, on a réussi à faire un travail nouveau plafond à l'intérieur qui sera parfaitement plan et on obtient un travail très pertinent. Dans certains cas, vous voudrez travailler par l'intérieur. Donc, nous sommes ici sur une toiture, on a exagéré la courbure, mais donc une toiture qui a déjà quelques heures de vol. Se pose toujours la question, hein, est-ce que j'accepte que mes tuiles à l'extérieur donnent cette courbure? Si je ne veux pas, ben, il faut rectifier la charpente. Si on dit OK, non, ça me va, ben, vous avez la courbure d'origine de la sous-toiture, la courbure, hein, de la poutre qui porte à l'intérieur. Et dans ce cas-ci, la sous-toiture existe déjà et on vient mettre un matelas Nativoflex, par exemple, 60 mm d'épaisseur pour combler l'espace entre la sous-toiture existante. Et je veux venir souffler de la cellulose ici en dessous, mais je ne peux pas souffler de la cellulose directement vers mon Nativoflex, sinon ça va pousser malgré tout ma membrane vers l'extérieur. Et donc, la partie 7, le numéro 7, ce serait un panneau très bon marché. Par exemple, simplement un gypse-plâtre, un panneau de plaque de plâtre, ça peut suffire. Vous mettez donc votre Nativoflex dans l'épaisseur du chevronnage existant, puis plaque de plâtre par en dessous. Vous refaites une construction avec simplement des contre-gîtes qui sont dans le sens de la pente, donc comme les chevrons, et qui vont aller de la sous-face du gîtage jusqu'au gîtage suivant. Il faut évidemment les dimensionner de façon suffisante pour qu'ils soient rigides. Si vous avez 2 mètres ou 1,80 m entre vos deux gîtes, il faut dimensionner vos pièces ici en fonction de ça. Et vous allez les écarter de maximum 25 cm, de façon à ce que l'intello puisse reprendre le point d'insufflation. Et vous aurez donc à l'intérieur un nouveau plafond parfaitement plan, alors qu'à l'extérieur, vous avez gardé votre toiture existante. Donc, on n'a pas de frais de toiture, on ne travaille que du côté chaud intérieur. C'est un choix, ça dépend de chacune des situations.
Et on va pouvoir utiliser des atouts qui sont très intéressants avec les membranes d'étanchéité à l'air liquide qui vont nous permettre de faire toute une série de choses qui jusqu'à présent étaient compliquées. Donc on a 3 versions. On a du Viscone, Aerosana Viscone qui peut se mettre à la brosse ou avec un pistolet airless, donc c'est très fluide. Et on l'a en version fibre. Si vous mettez des fibres, pas question de le mettre dans le pistolet airless. Le pistolet airless, on a un gicleur de 3 dixièmes de millimètre. Si vous avez des fibres qui seront nécessaires pour colmater des trous plus importants, pas question de mettre des fibres dans le pistolet airless. Par contre, le système avec fibres existe en cartouche de 600 millilitres qu'on peut mettre comme ici au pinceau, ou bien avec le petit pistolet spécifique. Donc, c'est un pistolet qui travaille sur un compresseur de chantier classique, 5 bars et demi, 6 bars. On va mettre les cartouches de 600 millilitres et je peux faire 2 choses avec ce pistolet. Je peux pivoter la bague au bout de mon pistolet, soit pour faire un cordon, soit pour faire une projection. Ça, c'est la version avec airless. Je le redis, jamais de fibre avec airless. Ici, c'est le petit pistolet de chantier avec ou sans fibre, à la brosse avec ou sans fibre. Et donc, ça va nous permettre d'aller résoudre toute une série d'endroits qui peuvent être très compliqués au niveau des toitures. Voilà, je suis arrivé au bout de ma présentation. Je vois que nous avons une question, je vais m'occuper d'y répondre, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, vous avez possibilité toujours de suivre une formation, et ça peut être des formations très pratiques. Nous avons un centre de formation avec charpente, fenêtre, tout. Donc, on peut vraiment faire une formation très concrète. Vous avez tous nos dessins, donc qui vont être dans différentes brochures. Donc, par exemple, ici, c'est un dessin qui est plutôt lié aux toitures plates compactes et toitures duo. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui qui était les toitures à versant, mais vous trouverez aussi ces documents. Et nous avons un service technique, donc qui est le département testing, qui vous permet de commander tout ce que vous désirez en matière de test d'étanchéité à l'air, en matière de thermographie, en matière d'acoustique.